Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre Merci en direct et en studio comme tous les mardis dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sortira en kiosque demain. Un mot peut-être sur la une, j'imagine consacré notamment à l'actualité du moment au Proche-Orient. Oui, l'imminence de l'accord, mais aussi en même temps les poursuites contre les dirigeants israéliens intentés par la CPI et par Karim Khan, donc les deux, vous voyez. Emmanuel Macron a annoncé l'entrée au Panthéon du grand historien et résistant Marc Bloch, fondateur de l'école des Annales, auteur de l'étrange défaite sur les causes de la débâcle française en 1940. Marc Bloch avait été fusillé par les Allemands en 1944 après avoir été torturé. Alexis, sa panthéonisation était attendue depuis longtemps. Elle intervient maintenant, même elle sera effective en 2025 ou 2026. Pourquoi maintenant, Alexis ? Alors, maintenant, parce que c'est l'anniversaire. 2024, vous l'avez rappelé, c'est les 80 ans de son assassinat par la milice dans une forêt de l'Allier pour fait de résistance, mais aussi, bien sûr, parce qu'il était juif. Un Français juif, emblématique de cette tradition sur laquelle nous allons revenir, qui n'est autre que le républicanisme juif, qu'on appelle dans la grande tradition sociologique de Dominique Schnapper, de Raymond Aron, le franco-judaïsme. On y revient, si vous voulez, dans un instant. Mais par ailleurs, il faut s'interroger sur la signification politique, et j'aime bien ce mot que j'emprunte à Antonio Gramsci, métapolitique de la décision de faire entrer la dépouille de Marc Bloch dans cette enceinte des grands hommes de la République. Il s'agit évidemment de célébrer son exceptionnalité, d'offrir son exemple solaire, lumineux, à notre admiration collective de 68 millions de Français. Mais au-delà de cela, il y a évidemment un message spécifique qui, je pense, a requis le président de la République quand il a décidé de s'intéresser à Marc Bloch. Beaucoup de choses peuvent être dites de Marc Bloch, vous les avez rappelées, fondateur d'une école historique qui a encore son importance, et on peut dire que tous les travaux qui s'en suivent, les lieux de mémoire de Pierre Nora, etc. Et Patrick Boucheron lui a rendu hommage d'ailleurs hier dans Libération. Oui, alors à la limite, même Patrick Boucheron, mais enfin on va en dire un mot après, vous allez voir ce que je vais vous dire sur lui, mais vous avez raison, une grande partie de l'historiographie française contemporaine doit beaucoup au geste fondateur de 1929, quand lui, Marc Bloch, professeur donc médiéviste, professeur d'histoire, spécialiste d'histoire médiévale à Montpellier, et son ami Lucien Febvre fondent cette nouvelle école qu'on appelle l'école des Annales, les annales historiques bien sûr, et qui a eu une influence considérable sur la manière de concevoir l'histoire, avec une attention plus grande au système, aux grandes permanences, etc., etc. Tout ça est passionnant, ça n'est pas l'objet de cet exposé. L'objet de cet exposé, c'est plutôt la signification métapolitique de l'œuvre de Marc Bloch. Elle éclate en réalité dans les deux derniers textes. Vous avez cité l'étrange défaite, on peut citer aussi le testament spirituel de Marc Bloch, qui est un texte un peu moins connu. Mais je crois que vous alliez me parler des rois thaumaturges. On pourrait, mais il faut aller droit au but. Bien sûr. En réalité, qu'est-ce qu'on découvre quand on s'intéresse au testament spirituel, où il se réfère à la noble tradition des prophètes hébraïques. Mais il se réfère aussi à son amour immodéré de la France, qui transparaît à toutes les lignes, comme d'ailleurs dans l'étrange défaite. On découvre qu'il est l'homme de la réconciliation des deux Frances. Qu'est-ce que j'entends par là ? Depuis 1789, vous avez une France, on va dire, futuriste, progressiste, comme on dit dans les rangs de la gauche, et une France plutôt conservatrice, jugée par la gauche, frileuse. Voilà. Et donc lui, au fond, son œuvre métapolitique a consisté à les réconcilier. Pas parce qu'il était un bisounours, comme on dit aujourd'hui, vous voyez, partisan d'une ligne, en quelque sorte, du moindre effort, ou partisan des synthèses boiteuses. Pas du tout. Parce qu'il pensait, au contraire, que ces deux catégories de Français avaient encore beaucoup à partager ensemble, avait encore beaucoup à partager dans le cadre de ce plébiscite de tous les jours qu'est, selon lui, ainsi que selon Renan, la nation française. Et il écrit, donc dans l'étrange défaite, on va le commenter, il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, donc on va dire les anticléricaux caricaturaux peut-être de son époque, qui disaient franchement la monarchie, le sacre de Reims, on n'en a rien à faire, la France commence en 1789. Bloch, parmi d'autres, juif, s'il en est, j'allais dire, inscrit dans la tradition républicaine la plus pure, nous dit non. On peut être républicain et penser que la France, elle a commencé il y a 1000 ans. Première chose. Et les autres Français qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Qui visent-ils ? À son époque, évidemment, ils visent les ligues d'extrême droite. Ils visent l'Action française. Pour qui la modernité politique républicaine française serait une trahison de la France éternelle. Donc lui, il veut conjoindre ces deux Frances. Mais ça vous rappelle pas quelque chose ? Ça vous rappelle pas la tentative de ce pouvoir macronien ? On en pense qu'on veut. Là, je suis en train d'essayer de faire une analyse métapolitique. De réconcilier les Frances, les fractures de la France. Le plus possible. Alors évidemment, les gazettes, vous vous souvenez, quand
certains conseillers du président de la République avaient frayé avec des figures dites de l'extrême droite. Les gazettes s'étaient, ébahis, horrifiés en disant cette triangulation, etc. Non, mais ça ne venait pas de la part du président de la République de l'idée qu'il s'appropriait les idées de l'extrême droite. Pas du tout. C'était l'idée de réconcilier la France. Donc il y a ça chez Bloch. Et Alexis, par ailleurs, alors ça c'est plus important encore, pardonnez-moi, j'en termine et je vous laisse me questionner. Par ailleurs, il y a l'idée fondamentale, même s'il ne l'exprime pas comme cela, je le dis avec des mots d'aujourd'hui, que le patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire l'adhésion aux normes juridiques de la République, qui est un élément important du républicanisme, c'est pas le républicain que je suis qui va vous dire que ça n'est pas important. Ce patriotisme constitutionnel, normatif et juridique, abstrait si l'on veut, n'est pas incompatible avec une adhésion plus charnelle, plus sensible, plus immodéré, en quelque sorte, à la France éternelle. Au contraire, les deux se conjoignent dans le cœur de Marc Bloch. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on peut en faire un héros AUT contemporain d'une certaine francité réinventée. Alexis, la petite fille de Marc Bloch, interrogée par nos confrères de l'Indépendant, a précisé un certain nombre de demandes de la famille, que la jeunesse soit incluse à cette cérémonie, que l'extrême droite n'y participe pas. Elle ajoute également qu'à la demande de Marc Bloch dans son testament spirituel que vous citiez, Alexis, l'hommage doit rester civil, aucune présence religieuse ou communautaire n'est attendue. Marc Bloch était athée, il n'avait foi que dans la République. Comment ça vous fait non, écoutez, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Bon, la jeunesse, c'est parce qu'elle veut transmettre le flambeau de cette conception-là de la France républicaine. L'extrême droite, bon, c'est une concession. C'était attendu. Oui, enfin, c'est une concession à la doxa de dire je ne veux surtout pas voir M. Bardella ou Mme Le Pen. Bon, très bien, ok. Bon, ça correspond aussi au combat qu'a mené toute sa vie Marc Bloch. On est absolument d'accord. Vraiment, je ne mets pas du tout cela en cause. Et puis par ailleurs, donc, alors. Ça peut se discuter. Je vais vous dire, je suis désolé de parler intuité personnelle, parfois on parle à la première personne, étant quand même assez versé dans l'étude historique d'histoire des idées du franco-judaïsme, je peux vous dire que l'opposition qu'elle fait, que je respecte, entre un juif athée et un juif qui aurait la foi ou qui pratique les mitzvot ou qui va à la synagogue, etc. Cette opposition, en réalité, quand on étudie... Ou anticommunautaire, parce qu'elle... Non, mais d'accord. Mais quand on étudie les trajectoires de ces hommes et de ces femmes, mais beaucoup d'hommes, on va dire, de Jean Zay à Marcel Mauss et puis de Émile Durkheim jusqu'à Raymond Aron en passant par Marc Bloch, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est un peu plus, pardon de le dire comme ça, un peu plus complexe, pour employer le mot valise de l'époque, que cela. Pourquoi ? Car souvent, à l'étouffée de leur vie privée, justement, c'était des gens qui tenaient, contrairement à aujourd'hui, à la distinction privée-publique. Vous voyez, ils n'auraient pas eu l'idée, et c'est pas du tout une critique, bien sûr, mais de porter des kippotes, évidemment. Bon, mais ils tenaient à ces distinctions. Mais néanmoins, ils étaient, en privé, des juifs de la fidélité. Et donc, je pense que réduire, elle a le droit, mais réduire Bloch en disant que c'était un juif athée, à mon avis, c'est aller un peu vite en besogne. Il était travaillé, et d'ailleurs son testament spirituel le montre amplement, cher Steve, il était travaillé par ce non-juif, par ce signifiant juif, beaucoup plus que ne pourraient l'imaginer ceux qui voudraient le réduire à la figure d'un républicain abstrait. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour cette analyse politique, métapolitique et historique avec vous autour de la panthéonisation de Marc Bloch. Bon après-midi et à vendredi. Et à vendredi, cher Steve.